Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après les masques et les respirateurs, les hôpitaux vont-ils bientôt manquer de médicaments dans les pharmacies hospitalières? La gestion des stocks devient délicate. En Ile-de-France, les transferts de patients s'accélèrent, mais vous entendrez aussi le témoignage du chef de service des urgences de Mulhouse. Après un mois d'enfer, le Grand Est voit peut-être une lueur au bout du tunnel. Nous serons aussi sur les routes où les contrôles n'ont jamais été aussi nombreux. Le gouvernement se veut intraitable. Pas question de rejoindre sa maison secondaire alors que démarrent les vacances de Pâques. Ceux qui se déplaçaient devaient avoir une très bonne raison aujourd'hui. Des vacances pour des élèves qui sont désormais fixés sur leur sort. Le bac 2020 se fera sous forme de contrôle continu. Autre mesure inédite, les collégiens comme les lycéens devront travailler jusqu'au 4 juillet prochain. Et puis cela peut paraître anodin et pourtant, alors que les coiffeurs sont fermés, comment garder sa dignité capillaire? Vous verrez qu'il est parfois très risqué de rafraîchir soi-même sa coupe de cheveux. C'est sans doute le nouveau combat des autorités sanitaires après les masques et les respirateurs. Comment éviter une future pénurie de médicaments? Plusieurs molécules essentielles à la réanimation vont commencer à manquer dans les semaines qui viennent. Les hôpitaux font déjà très attention à leur stock, avec là aussi une explication simple, notre dépendance à l'étranger. Regardez ce reportage tourné par Gwenaëlle Bellec et Mathieu Perrault. Dans ce service de réanimation au CHU de Melun, le docteur Monchy l'affirme, la demande de médicaments a été multipliée par 20. En temps normal, des patients correspondant à cela, il y en a 2 à 3 dans chaque service. Aujourd'hui, il y en a 45. Donc la consommation de médicaments pour les endormir n'est pas du tout la même. Ici comme ailleurs, les médecins n'ont que 2 à 3 jours de visibilité sur le stock. Ils ont peur de manquer, alors ils s'adaptent. Nous essayons d'utiliser d'autres médicaments à la place de médicaments qui manquent. On essaye de moins endormir les patients pour qu'ils soient un peu plus réveillés, autant que c'est possible par rapport à leur état. Et voici à la pharmacie du CHU ce dont a besoin un patient sous respirateur artificiel pour une seule journée. Des hypnotiques, des produits sédatifs pour endormir, du curare pour la relaxation musculaire, des antidouleurs. On fait une commande classique et elle n'est plus livrée sous 48 heures, donc on a des délais d'approvisionnement qui sont rallongés. On n'a pas forcément des commandes qui sont honorées en totalité, puisque ce sont des grosses quantités. Donc on fait vraiment un suivi au jour le jour. Les fournisseurs n'arrivent plus à répondre à la demande mondiale, d'autant que beaucoup de ces produits sont fabriqués en Chine. Les usines à l'arrêt recommencent à peine à produire. Aux Pays-Bas, ce laboratoire fabrique une toute petite partie du curare mondial. Notre site de production aux Pays-Bas a réussi sur les dernières semaines à tripler la capacité de production. On a redéployé des collaborateurs sur l'usine qui fabrique le curare de façon à faire tourner la chaîne de production 24 heures sur 24. Beaucoup réclament aujourd'hui une relocalisation en Europe de notre production. L'Espagne et l'Allemagne ont déjà réquisitionné des usines. Ce n'est pas encore le cas en France pour les médicaments. Et ce soir, le directeur général de la Santé annonce 588 décès de plus en 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 6507 depuis le début de l'épidémie, en comptant cette fois les morts dans les EHPAD. Alors l'Île-de-France s'attend à atteindre le pic de l'épidémie dans les prochains jours, si ce n'est ce week-end. Le transfert de malades, lui, vous allez le voir, s'est considérablement accéléré ces dernières heures. L'aéroport d'Orly, désormais fermé, sert de base au décollage des hélicoptères, avec toujours aussi des trains médicalisés. Marine Brossard, Iker Zabala et David Desarrojo. Ils les attendent comme des sauveurs. La solidarité interrégionale nous fait vraiment chaud au cœur et c'est des renforts dont on a besoin en prévision du pic épidémique qu'on attend dans les jours qui viennent. Ils sont infirmiers, médecins ou aides-soignants, venus en renfort du sud de la France, tous volontaires. Je fais partie de la réserve sanitaire et voilà, quand on a reçu le message, j'ai dit banco, quoi, j'y vais. Depuis mercredi, comme eux, 250 soignants sont déjà arrivés et d'autres sont attendus pour une mission à des centaines de kilomètres de chez eux, dans des hôpitaux déjà saturés, alors que le pic n'est pas encore atteint. On est déjà en train de prévoir le coup d'après, c'est-à-dire la montée en charge de nos lits de réanimation. Donc en fait, leur arrivée va nous permettre de monter en charge et de prendre en charge encore plus de patients, notamment intubés, ventilés. Car dans cet hôpital, comme dans toute la région, presque tous les lits de réanimation sont occupés. Donc on a plus de 200 malades
Covid actuellement dans nos lits et une cinquantaine de patients spécifiquement en réanimation. Donc un grand merci pour votre présence. Des arrivées de soignants et des évacuations de patients qui s'enchaînent. En 48 heures, 163 personnes ont été emmenées notamment vers l'ouest de la France, en train, par hélicoptère ou par avion, depuis Orly, transformée en plateforme de transfert de malades, une première dans l'histoire de la médecine en France. L'armée est désormais capable d'évacuer quotidiennement 30 patients, des transferts indispensables pour les hôpitaux de la région. Nous sommes à 2400 patients en réanimation. La digue tient, mais une vague de plus et le système de santé sera en danger. Donc il ne faut pas relâcher cet effort. Tout le personnel soignant redoute désormais le week-end qui arrive. Et justement, ce qui permet à ces services de tenir, c'est l'arrivée de renforts sur certains sites. Des chirurgiens esthétiques, des cardiologues, des infirmières ont quitté leur poste pour venir prêter main forte à leurs collègues des services Covid. C'est notamment le cas à l'hôpital privé de Massy, où se sont rendus Esther Lefebvre et Frédéric Petit. Ce dossier médical, c'est le tout premier patient Covid de ce jeune cardiologue. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller le voir. On ne va pas s'habiller à deux pour ne pas gaspiller le matériel. Et ces précieux conseils sont à suivre à la lettre. Ce qui est très important, c'est que tu vas te déshabiller après dans la chambre. Tu couvres bien. Bonjour monsieur, Victor Gauthier, je vous serre pas la main. Une formation express pour apprendre de nouveaux protocoles, de nouveaux traitements, pris en charge. C'est forcément des patients dont on a moins l'habitude, mais on s'adapte et puis on va prendre le pli avec l'avancée de l'épidémie. Et celui qui le forme n'est pas non plus virologue ni pneumologue, mais spécialiste en cardiologie. Avec 15 jours d'expérience dans cette unité de médecine Covid, c'est déjà l'un des plus expérimentés. Bien sûr, on ne s'est jamais dit on va rester à la maison et puis attendre que ça passe. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui sont malades, qui ont besoin de nous. On est assez content de la prise en charge, de ce qu'on a pu monter aussi rapidement, aussi difficilement, en aussi peu de temps. Fier et soulagé de voir enfin des avancées, comme ce jeune patient de 37 ans qu'il suit depuis une semaine. Vous vous sentez bien, vous n'avez plus de fièvre depuis plusieurs jours. On attend un dernier contrôle demain matin. Et si ce contrôle est bon, on vous laissera sortir. Mais je peux vous dire que nous aussi, ça nous fait très plaisir. Ça fait des jours. C'est peu dire qu'il est lui aussi sorti de sa zone de confort. Le docteur Berda se rend chaque jour en réanimation. Et pourtant... Ah non, moi je suis pas du tout réanimateur, je suis chirurgien plasticien. Mais son aide est capitale. Chaque jour, il prend des nouvelles des patients lourdement atteints. Pour le moment, il va bien. Il reste encore assez encombré. Du coup, on a fait venir le kiné. On a fait venir la kiné là cet après-midi pour faire gagner du temps à ses confrères. Ce soir, c'est Julien qui est le garde. C'est lui qui transmet les informations médicales aux familles. Aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes, assez satisfaisantes, et on l'a extubé en fin de matinée. Ce spécialiste en chirurgie plastique assure aussi des gardes de nuit, en toute humilité. Vous dites on vous charrie un petit peu? Ah bah oui, parce qu'un chirurgien spécialisé comme moi qui va faire des gardes en médecine, on peut se moquer de moi. Alors je révise, voilà, pour les patients je révise. Une chaîne médicale qui se réinvente grâce à d'innombrables bonnes volontés. Et dans cette situation, peut-être, et restons prudents, un début de bonne nouvelle. On va maintenant partir pour le grand test, retrouver en direct le docteur Marc Noiset. Vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital de Mulhouse. Merci infiniment de nous accorder quelques instants. Toutes ces situations que l'on vient de voir en Ile-de-France, vous les vivez depuis un mois avec cette semaine. Pour la première fois, une petite lueur d'espoir au niveau des chiffres. Est-ce que vous nous le confirmez ce soir? Bonsoir, oui, tout à fait. Ça fait maintenant 6 semaines que nous sommes dans cette vague épidémique et depuis 5 jours, nous constatons une véritable régression des indicateurs d'activité. D'une première part, le nombre d'appels au centre 15 a diminué sur ces 5 jours. Nous avons également moins de patients qui se présentent aux urgences pour des infections au coronavirus. Nous avons enregistré également un petit peu moins de patients relevant d'une prise en charge en réanimation. Et enfin, dernier indicateur, nos lits dédiés dans les secteurs d'activité au Covid commencent à retrouver une disponibilité
Jusqu'il y a encore quelques jours, nous étions régulièrement obligés de créer de nouveaux lits pour accueillir ces patients. Et depuis 2 jours, nous avons des disponibilités dans ces lits. Donc globalement, on peut dire que sur ces 5 derniers jours, il y a une tendance à la régression de cette activité. On est satisfait de pouvoir le constater. Alors on évoquait tout à l'heure les transferts des malades qui s'intensifient en Ile-de-France. Vous en avez eu près de 200 qui sont ainsi partis vers d'autres régions. Certains sont très critiques quant à ces opérations qu'ils jugent peu efficaces et très chronophages pour les soignants. Qu'est-ce que vous en pensez sur le terrain ? Alors c'est vrai que nous avons 200 patients pour l'hôpital de Mulhouse qui ont bénéficié de ces transferts parfois très lointains. C'est vrai que ce sont des transferts qui sont chronophages en moyens logistiques, en moyens humains. Il y a une vraie discussion qui s'établit sur le territoire national à ce sujet, comparativement à la création d'un hôpital de réanimation, comme nous avons également pu bénéficier par l'arrivée du service de santé des armées sur la ville de Mulhouse. Cependant, nous étions en avance de phase ici sur Mulhouse, et de toute façon, nous n'aurions pas eu la possibilité de créer un hôpital beaucoup plus conséquent, comme ont pu le faire par exemple les Anglais sur leur territoire. Est-ce que je peux vous demander combien de jours de congé vous avez eu sur ce dernier mois, ce mois d'enfer que vous venez de passer ? Eh bien, la réponse est relativement simple, 0. Nous avons été tellement pris par ce flux incessant d'activités qui nous a obligés à réorganiser continuellement nos activités hospitalières que, effectivement, il a été impossible pendant ce dernier mois de prendre le moindre jour de congé. Vous avez été les premiers confrontés à cette vague. Vous avez d'ailleurs été le premier à vouloir alerter les autres régions de ce qui allait leur arriver. Si vous aviez un conseil ce soir pour tenir à leur donner, lequel serait-il ? Difficile de ne donner qu'un seul conseil. Je pense que l'anticipation est évidemment la clé du système pour l'organisation de nos établissements. Cette crise sans précédent, notre système de santé n'y était pas prêt. Et il est forcément difficile pour nous de trouver des modes organisationnels. Donc effectivement, quand j'ai alerté mes collègues, l'idée était de leur dire, vous avez encore une semaine, vous avez peut-être encore 10 jours ou 15 jours pour pouvoir vous organiser, profitez-en, veillez à protéger les professionnels de santé, parce que la clé de voûte quand même du système, c'est quand même d'avoir des professionnels pour pouvoir se soigner. Et il fallait évidemment mettre tout en œuvre pour que nos professionnels soient protégés et que nos organisations puissent s'adapter à ce flux qui était incessant et vraiment phénoménal dans la vague qui nous a submergés très très rapidement les premières semaines de cette épidémie. Merci en tout cas Marc Noiset pour ce témoignage et on espère effectivement que la situation va se ralentir et que vous aurez donc un peu de répit dans les jours qui viennent. Alors dans le Grand Est, comme partout ailleurs, vous l'évoquiez à l'instant, vous et vos collègues ont été obligés de s'adapter en permanence. On a beaucoup parlé du manque de masques, mais ce sont aussi les surblouses qui commencent à faire défaut. Des appels aux dons ont été lancés avec aussi le recours, vous allez le voir, au système D. Jean-Marie Bagayoko, David Desorojo et Stéphane Deperroy. On peut y aller. Jour après jour, l'impression de livrer une guerre, mais sans les munitions nécessaires. Dès qu'on rentre dans une chambre Covid, on a une surblouse comme celle-ci, manches longues, des manches serrées, etc. On n'en a plus. Donc, dans cet hôpital parisien, il manque à peu près tout. Du gel, des masques, des surblouses, des charlottes ou des gants. On change pas de masque, évidemment, parce que ça, on n'en a plus assez. Et on change juste nos gants. Alors évidemment, on fait aussi les barrières de lavage de mains à outrance, mais on ne change plus de blouse. Ici, les équipements de protection sont rationnés. Depuis le début de l'épidémie, c'est le système D. Peut-être qu'on va y arriver, c'est le système D. Donc c'est un poncho en plastique, c'est les ponchos qui protègent de la pluie. Dérisoire, comme ces sacs poubelles en guise de blouse. Certaines infirmières ont osé dénoncer leur manque de moyens sur les réseaux sociaux. Regardez comment nous sommes habillés. Est-ce que ça nous protège? Je ne sais rien. Désormais, ce site internet baptisé faituneblouse.com relaie les appels à l'aide des soignants en première ligne, comme celui de l'hôpital de Versailles. Recherche en urgence blouse et surblouse jetable. Ou cet appel aux dons d'infirmières libérales à Annecy. Besoin urgent de masques FFP2, Charlotte, lunettes de protection, protection pour les sièges de voiture, gel désinfectant.
On a créé ce site où on propose, gratuitement bien entendu, des patrons de blouses. On vient aussi de créer un patron de pantalon pour que des gens qui ont des petits rudiments de couture puissent se mettre à coudre chez eux des blouses et ensuite entrer en contact avec des personnels soignants de leur ville, de leur région. Le fil de la solidarité se tisse aussi dans les entreprises. Ici, on fabrique toute l'année des canapés, mais depuis 2 jours, ces artisans mettent leur savoir-faire au service du personnel soignant. Parce que nous, les canapés, on ne travaille pas à la chaîne, tandis que là, on fait quand même du travail à la chaîne. Moi, je fais des manches, donc je pose des élastiques toute la journée. Quand on est dans la peine, eh bien, on voit que là, tous les Français, on s'aide les uns aux autres, donc je trouve que c'est très bien. Dès lundi, plus de 600 surblouses seront distribuées gratuitement dans les hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis on va maintenant partir à l'hôpital Cochin à Paris où un laboratoire un peu particulier s'est installé aujourd'hui. Bonsoir François-Xavier. Le cloître qui date du XVIIe siècle accueille donc depuis quelques heures des machines ultra modernes, une 60aine d'imprimantes 3D. Voilà pour le lieu historique, vous allez voir avec la caméra d'Alix Ponsard à quoi ressemble ce dispositif d'envergure. Première salle, vous avez une 20aine d'imprimantes 3D. Il y a 3 jours, il n'y avait encore rien du tout. Deuxième salle, une 40aine d'imprimantes 3D. Ce qu'elles fabriquent, ce sont ces petites pièces-là, modélisées en 3D. Elles sont essentielles pour les respirateurs dont on a si besoin. Regardez maintenant la fabrication justement de cette pièce dans une de ces machines. Et on va en parler quelques instants avec Roman. C'est vous qui avez lancé ce projet d'envergure. Vous nous montrez ce que vous avez dans les mains, ça c'est le produit fini, et à quel point les médecins en ont besoin. Ce type de dispositif est indispensable à la ventilation des patients Covid-19 traités en réanimation. En raison de la pandémie, ce type d'objet est disponible en quantité critique à l'assistance publique. Nous avons mis au point toute cette structure pour fournir aux praticiens le plus rapidement possible et en grande quantité ces dispositifs au sein de notre institution. Merci mille fois et ça va. Vous allez travailler jour et nuit dans les prochains jours. Regardez également ce qui sera fabriqué. Ces lunettes de protection pour les soignants dans toute la France. On sait que les besoins sont encore criants. Coût de l'opération des centaines de milliers d'euros. Ce ne sera pas de l'argent public, c'est un donateur qui a mis l'argent sur la table. Merci François-Xavier pour cet excellent exemple de solidarité. Alors voilà pour la question des moyens dans les hôpitaux. Du côté de la population maintenant, sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagée par tous les scientifiques de la planète. Mathilde Véron, David Desarrojo et Stéphane Deperroy. C'est une recommandation qui semble contredire le gouvernement. Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. En France, le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Une demande relayée par de plus en plus de professionnels de santé. Pour ce médecin, c'est ce qui explique les écarts de progression du virus entre l'Europe et les pays asiatiques. Dans les pays coréens, le Japon, où ils ont l'habitude de porter ces masques anti-pollution chez eux, eh ben, le taux de mortalité et le taux de montée du virus et de la pandémie a été moindre que dans nos pays. Donc ça peut expliquer quand même la différence au niveau de la pandémie. La France suit pourtant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui déconseille ces protections pour les personnes non malades. Mais dans les faits, une grande partie des contaminés n'a pas de symptômes et peut donc transmettre le virus sans le savoir. Une étude britannique avance même que 3% de la population française serait touchée, donc contagieuse, soit 2 millions de Français. Alors, le port du masque peut-il être la solution ? C'est ce qu'affirmait le Haut Conseil de la Santé publique en 2011 dans un avis rendu au gouvernement après l'épidémie du SRAS. La revue systématique d'études suggère une efficacité préventive élevée des masques anti-projection. Problème, cette analyse se base sur les travaux d'un épidémiologiste britannique qui affirme que rien ne prouve leur efficacité à grande échelle. Il existe des études sur l'efficacité des masques, mais elles sont à petite échelle et très approximatives. Donc il n'y a pas de preuves formelles. C'est le moment, c'est aujourd'hui qu'il faut lancer des études. Nous avons besoin de réponses. Les experts rappellent qu'un masque doit être changé toutes les 4 heures et ne surtout pas être manipulé une fois posé sur votre visage.
Et c'est donc dans ce contexte très étrange que démarrent officiellement les vacances de Pâques ce soir, vacances virtuelles alors que nous sommes tous en confinement. Et le Premier ministre a été très clair hier. Pas question d'envisager un départ à la campagne ou dans sa maison secondaire. Aujourd'hui, vous allez le voir, les contrôles se sont multipliés sur les routes. Il fallait avoir une version solide à offrir aux policiers. Didier Péreschi, Arnaud Etcheverry et Régis Rouanet. Périphérique parisien cet après-midi. Sur la sortie vers l'autoroute A13, un embouteillage créé par un barrage de police. Cette voie dessert l'ouest parisien, mais c'est aussi l'itinéraire privilégié des vacanciers vers la Normandie. Les voitures à plusieurs passagers sont particulièrement surveillées. Ok, ça c'est bon. Des identités, monsieur. Très bien, bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Je pense que c'est bien parce qu'il y a toujours des gens qui suivent pas ce qu'il faut. Les tentatives de départ en vacances sont rares à cet endroit. Nous n'en avons pas eu tant que ça. Nous avons eu un couple, effectivement, à 2 voitures qui se suivaient. Ceux-là, bien entendu, ont été amenés d'abord à être verbalisés et à faire demi-tour. Les barrages sont en place depuis ce matin sur les principaux axes routiers. Je vais rejoindre ma maman qui est pas bien. Ok, ça marche. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ce monsieur, lui, a plus de mal à convaincre. Et je pensais que je pouvais rentrer parce que j'ai vu ça. Ceux qui sont hors de leur domicile, peuvent-ils y retourner? Il y a écrit oui. Ça sert à rien, je vous passe ma compagne. Elle est administrateur des douanes, non? Tentative sans succès, 135 € d'amende. Devant les gares aussi, forte présence policière, impossible d'entrer sans être contrôlée. Cette dame part à Nîmes récupérer ses enfants chez son ex-mari. Elle a dû le justifier, en montrant notamment son livret de famille. J'ai prouvé que j'avais des enfants, déjà. Ensuite, j'ai prouvé que j'étais séparée du papa des enfants. On a des jeunes qui essaient de passer, mais sans ça, dans l'ensemble, ça va. Et dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous les renvoyez chez eux? On leur donne l'injonction de rentrer chez eux, ouais. 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pas seulement aujourd'hui. Ces contrôles se poursuivront. Ils se poursuivront cette nuit, samedi, dimanche, et dans la nuit de samedi à dimanche. Ce matin, un incident a créé la polémique. En cause, cette phrase du préfet de police de Paris, présent sur ce barrage. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Il s'est excusé quelques heures plus tard. C'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. Parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des proches en réanimation, à l'hôpital, ou qui ont perdu récemment un des leurs. Au total, 426 000 contrôles ont été effectués aujourd'hui. En tout cas, dans certaines stations balnéaires, on craint l'arrivée de ces nouveaux habitants qui pourraient saturer les structures de santé. Au Sables-d'Olonne, par exemple, la population avait déjà augmenté de 30% après l'annonce du confinement. Alors cette fois, le maire a pris un arrêté. Plus aucun touriste ne peut venir s'installer sur sa commune. Manon Monnier et Sébastien Guerche. Des policiers et des gendarmes, très mobilisés pour ce week-end décisif de la première semaine des vacances de Pâques. Une pièce d'identité aussi, s'il vous plaît. Le contrôle des attestations de sortie est beaucoup plus rigoureux. Très bien, merci bien. Bon week-end. Les consignes, là, aujourd'hui, on est sur le contrôle systématique de tout ce qui rentre. 12 effectifs de police municipale sur 3 sites différents. Et effectivement, là, vous voyez, on est renforcé par des effectifs de police nationale. Au Sables-d'Olonne, 15 000 personnes sont venues au début du confinement. Pour éviter une deuxième vague ces prochains jours, le maire a pris un arrêté interdisant la venue des touristes et résidents secondaires sur la commune. Il permet de sanctionner par des procès-verbaux 135 € par personne pour les passagers d'un véhicule par exemple, ou 135 € pour quelqu'un qui louerait un bien touristique alors que c'est interdit. Le maire veut rappeler les priorités de la station balnéaire. Quand on a un virus qui tue plus de 500 personnes par jour en France, ce ne sont pas les résidents qui sont secondaires, ce sont les vacances qui sont secondaires. Et donc moi j'invite tous les habitants qui voulaient venir profiter des Sables-d'Olonne à repousser leur séjour après le confinement. Un air de vacances avec les beaux jours. Difficile aussi pour les habitants de ne plus se balader sur le Remblai. Il a fallu quelques jours, peut-être même pour nous aussi, mais non, maintenant tout le monde respecte. Plus généralement, en Vendée, 100 000 personnes sont venues depuis le début du confinement. C'est 1/6 de la population du département. Au Sables-d'Olonne ou ici à Noirmoutier, les contrôles seront massifs ce week-end sur les routes.
Et lors de ces vacances, les élèves sont invités à se reposer, mais aussi à travailler. C'est d'ailleurs un rituel pour les élèves de terminale qui démarrent généralement à cette occasion leur révision pour le bac. Sauf que depuis ce matin, ils savent qu'il n'y aura pas cette année les sacro-saintes épreuves finales. Le ministre de l'Éducation a tranché. Tout se fera sur la base du contrôle continu. Précision Delphine Sidbon et Thierry Hackett. Ce bac 2020 restera dans les annales. L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Ce qui signifie aucune épreuve écrite au bac. À la place, un jury d'examen va décortiquer les bulletins scolaires obtenus en terminale. Ceux du premier trimestre, du deuxième trimestre, éventuellement du troisième, si les cours peuvent reprendre avant la fin de l'année. Les notes données durant le confinement ne seront pas prises en compte. Yanis a une moyenne de 13 sur 20. Il part donc serein. C'est particulier de penser qu'on a son bac 3 mois en avance, mais après c'est pas fini car il y a encore le troisième trimestre qui compte. Mais pas seulement. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé, les cours continueront jusqu'au 4 juillet. Et pour décrocher son bac, il va falloir être assidu jusqu'au bout. Ces nouvelles modalités en inquiètent tout de même certains, comme Camille et son père. Moi je suis limite et mes camarades aussi, donc on est un peu inquiets. T'es dans un lycée qui est assez élitiste et qui note très sévère. On a tous eu des profs qui notaient un peu sévèrement, mais là, dans ce lycée-là, ils notent vraiment très sévèrement. Ce biais sera pris en compte par le jury d'examen. Et pour les élèves en difficulté durant l'année, ceux avec une moyenne entre 8 et 9,9 sur 20, un oral de rattrapage sera organisé début juillet pour leur permettre d'avoir le bac. Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier sur décision du jury d'examen de la possibilité de passer la session de septembre. Chamboulement aussi pour les élèves de première, dont le bac de français est prévu cet été. Seule l'épreuve orale est pour l'instant maintenue. La logique du contrôle continu a également été retenue pour le brevet des collèges et les diplômes professionnels CAP, BEP et BTS. Croyez-vous que les derniers événements ont perturbé vos révisions ? Non, je ne le crois pas. Au contraire, c'est un esprit nouveau. La dernière fois que le bac a été tant bouleversé, c'était en mai 68. Mais à l'époque, les épreuves orales avaient résisté. Chaque candidat devait même en passer jusqu'à 7 en une seule journée. Hier, Édouard Philippe a également évoqué un possible report du second tour des élections municipales à octobre prochain, voire après. Alors dans ce cas, il faudrait tout recommencer depuis le début. Cela ne concerne que 5 000 communes. Vous le savez, les 30 000 autres ayant élu leur équipe municipale dès le premier tour. Mais ce scrutin 2020 laissera surtout un goût amer à tous ceux qui y ont participé. Certains assesseurs qui ont tenu les bureaux de vote sont depuis tombés malades. Ils sont persuadés d'avoir été contaminés à cette occasion. Noé Gandillot, Christophe Buzine et Marine Giraud. À Billon, 5000 habitants, le premier tour de l'élection municipale fait encore polémique. 3 semaines après, 5 personnes qui ont participé à l'organisation du scrutin sont malades. Parmi elles, Nathalie Marin. Elle a ressenti les premiers symptômes 5 jours après le vote. Nous l'avons rencontrée en respectant toutes les mesures sanitaires. Elle estime qu'il y a de fortes chances qu'elle ait été contaminée le jour du scrutin. Respecter 1 mètre, on y pense un moment, et puis on signe un document, puis on passe le stylo à son voisin, et on ne fait pas attention que le stylo n'est pas désaffecté. On a pris tous ces risques-là, on a été contaminé. Quel intérêt ça avait de maintenir ces élections? Quel choix a été fait? Un choix politique. Le maire de la ville, qui a présidé un bureau de vote, est hospitalisé, et son adjoint est lui aussi malade. Quand l'État nous dit que ça va bien se passer, qu'il n'y a aucun risque si on suit les protocoles qui sont indiqués, on avait tendance à faire confiance en l'État. Je ressens un peu de colère. On est allé dire à la population qui pouvait voter que ça ne présentait aucun risque, à tort, puisqu'on se retrouve avec des personnes sur la commune qui sont contaminées. Aucune certitude bien sûr sur la manière et le moment où ces assesseurs ont contracté le virus. À Saint-Fond, près de Lyon, il y a aussi l'amertume de ceux qui ont tenu des bureaux de vote et qui en plus ont fait campagne jusqu'au bout. Chafia Zemoul et Nawal Attar sont malades depuis 15 jours. 6 de leurs colistiers sont hospitalisés. Elles portent plainte contre le gouvernement pour mise en danger de la vie d'autrui. À un moment, je me suis sentie responsable parce que j'étais tête de liste. J'ai appris par la suite que je n'étais pas responsable parce que c'est pas moi qui ai décidé de maintenir ce premier tour. Comment on peut dire d'un côté, restez chez vous, protégez vos enfants, et puis d'un autre côté, non, on maintient le premier tour. Donc au final, on nous fait comprendre qu'on nous jette dans la gueule du loup. Cette militante de la France Insoumise, elle aussi a tenu un bureau de vote. Elle aussi
a eu tous les symptômes de la maladie. Vous auriez aimé que, du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y ait un appel plus clair à ne pas tenir ce premier tour? Oui, j'aurais aimé, mais après, je pense que le Premier ministre et le Président avaient en tête de maintenir ce premier tour. 3 jours avant le scrutin, Matignon avait pris soin de consulter les chefs de parti. Et de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, personne n'avait demandé le report du premier tour. Venons-en maintenant à ce chiffre déroutant. 1/4 des Français en sont persuadés. Le Covid-19 a été conçu en laboratoire. Et ce n'est pas la seule rumeur du genre qui circule sur les réseaux sociaux. Sans surprise, cette crise sanitaire, elle est une aubaine pour les contestataires et autres mouvements complotistes. Je vous propose de regarder cette enquête signée Antoine de Pressigou, Thierry Valta et Juliette Robichon. Chauve-souris ou pangolin, le coronavirus est d'origine naturelle, c'est une certitude. Plusieurs études l'ont prouvé, son génome a été décortiqué par les scientifiques et pourtant... C'est des amis qui me l'avaient dit qu'apparemment ça partirait d'un laboratoire franco-chinois. Moi je penserais plus pour un test dans un laboratoire qui a mal tourné, c'est clairement. Selon un sondage récent, le Covid-19 a été créé en laboratoire pour 26% des Français. C'est plus encore chez les sympathisants du Rassemblement national. La moitié estime que le virus est une création humaine. Marine Le Pen elle-même semble se poser la question. Que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. Jamais une théorie du complot n'a connu un succès aussi rapide. Avec le confinement, vous avez tous les ingrédients pour être abreuvé massivement des théories du complot qui circulent sur Internet. Plus vous indiquez, vous informez d'abord et avant tout via les réseaux sociaux, plus vous avez tendance à croire et à adhérer à un certain nombre de théories du complot. On nous prend pour des imbéciles. Les documents complotistes pullulent. Lui, par exemple, accuse l'Institut Pasteur. D'autres pointent du doigt l'industrie pharmaceutique. Un média russe prétend que l'Italie utilise le coronavirus pour réduire sa population de seniors. Très rapidement après l'apparition du virus, les Chinois ont accusé les États-Unis de l'avoir propagé pour nuire. Un certain Li Jianzhao l'affirme. Des preuves de plus que le virus provient des États-Unis. Et ce Li Jianzhao n'est autre que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les théories du complot, elles servent souvent, je dirais, l'opportunisme géopolitique. Je crois parce que j'ai envie que ça soit vrai. Et j'ai envie que ça soit vrai si la théorie du complot, évidemment, elle désigne des individus que je considère comme des ennemis. Dans l'histoire, des virus instrumentalisés par l'homme ont bien existé. L'Australie a déjà introduit plusieurs maladies pour réduire le nombre de lapins sur son territoire. Mais le coronavirus, lui, n'est pas la création d'un État, d'une entreprise ou de services secrets quelconque. Il est bien d'origine naturelle. Du côté des Français encore bloqués à l'étranger à présent, la cellule du Quai d'Orsay annonce qu'ils ne sont plus que 5000 à être en attente d'une solution. Cellule qui a reçu la visite d'Emmanuel Macron ce matin. Le Quai d'Orsay, très attentif, vous le savez, au sort de la centaine de touristes français à bord du Zamdan. C'est un bateau de croisière qui cherchait désespérément un port d'accueil depuis maintenant mi-mars. Eh bien, il vient d'être autorisé aujourd'hui à accoster en Floride. Pierre-Emmanuel Chinardet et Bruno Poiseuil. 15 jours aérés en mer. 1800 passagers à bord de ces deux navires, le Zaandam et le Rotterdam. Parmi eux, plusieurs malades du coronavirus, mais personne jusque-là pour les secourir. Les deux paquebots ont été rejetés par plusieurs pays d'Amérique latine, puis par le gouverneur de Floride. C'est finalement Donald Trump qui a imposé leur accostage hier soir. Il y avait urgence, comme nous l'explique cette touriste, l'un des 105 Français à bord de ces deux navires. On a réalisé que d'accoster, c'était primordial pour eux. Il fallait absolument qu'ils soient pris en charge. Mais il y avait des personnes en danger de vie et de mort hier soir sur ce bateau. 4 personnes sont mortes, faute d'avoir pu être soignées à temps. 14 malades ont été évacués vers les hôpitaux de Fort Lauderdale, certains dans un état grave. 26 passagers présentant des symptômes resteront en quarantaine dans leur cabine jusqu'à leur guérison. Pour cet autre touriste français confiné pendant 2 semaines, il y a eu l'inquiétude d'être contaminé. C'est une grande chance que nous avons eue de ne pas avoir été malade. Elle a laissé place au soulagement. Nous avons passé le contrôle médical et nous avons eu la confirmation que nous pourrions débarquer aujourd'hui. Donc nous sommes donc très très soulagés. 1200 passagers étrangers non malades devaient être évacués aujourd'hui vers l'aéroport. Parmi eux, ces Français que nous avons contactés juste avant leur débarquement.
difficile pour moi de parler parce que c'est très émouvant. Nous, maintenant, on aimerait bien aussi rentrer. Ça restera toujours ancré dans nos mémoires comme une croisière terrible et une croisière de galère, un enfer. Selon le ministère des Affaires étrangères, une 60aine de Français est actuellement rapatriée. Ce premier avion charter affrété spécialement atterrit demain matin à Roissy. Je vous propose maintenant de partir en Italie avec la confirmation encore ce soir d'une nette amélioration de la situation. Le nombre de morts continue de baisser, avec également un nombre très faible de nouvelles admissions en réanimation. L'Italie, un pays qui commence en revanche à souffrir socialement du confinement. Certains sont dans une situation tellement précaire que le gouvernement a dû rétablir les bons alimentaires. Reportage à Norcia, en Ombrie, de nos envoyés spéciaux Jérôme Garot, Maud Gattino et Lorenza Pensa. Au cœur de l'Italie, dans cette région montagneuse du centre. Une distribution jamais vue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces enveloppes, des bons alimentaires distribués aux habitants qui ont perdu leur travail et leur salaire. C'est pas facile pour nous cette distribution. Parfois ce sont des gens qu'on connaît, mais on arrive à leur donner le sourire. Nous accompagnons ces pompiers dans la ville de Norcia, ravagée par un séisme il y a 4 ans. Ici, la crise économique liée au coronavirus est encore plus violente qu'ailleurs. Notre équipe s'arrête dans un lotissement de fortune, des préfabriqués où sont logées des dizaines de familles. Cet homme a rempli un dossier auprès de la mairie et découvre devant nous le montant de son carnet. 350 €. Une aide précieuse. Pour moi, ma femme et mes 2 enfants. Je suis électricien et je n'ai plus de travail depuis que le pays est à l'arrêt. La distribution continue à pied. À chaque fois, la même histoire. Serveuses, vendeurs, artisans, tous se retrouvent au chômage forcé. Ces bons sont vraiment utiles, surtout avec mes 4 enfants. On espère que tout ça va vite s'arrêter. C'est pas la guerre, mais ça y fait penser quand les gens utilisaient des tickets de rationnement. Ces bons alimentaires seront donnés aux plus démunis dans toute l'Italie. Le gouvernement vient de débloquer 400 millions d'euros en urgence. Mais Norcia est la première ville du pays à lancer ces tickets. Chez nous, ça va jusqu'à 400 € pour une famille. À l'intérieur du carnet, vous avez 10 coupons. Les gens vont dans les magasins conventionnés pour faire leurs courses avec. Une centaine de familles a déjà reçu ces bons alimentaires, ici à Norcia. La ville ne s'est toujours pas remise du séisme d'il y a 4 ans et la crise du coronavirus menace désormais de nombreux commerces. Cette chocolaterie par exemple. À 10 jours de Pâques, les commandes sont rares. La moitié des salariés restent à la maison. Tout ça, ce n'est pas vendu. Pour cela aussi, les commandes ont été annulées. Ici, le chiffre d'affaires est divisé par 2. Mes parents sont morts au moment du séisme il y a 4 ans. J'ai repris la chocolaterie et cette année, ça devait être la renaissance. Ce coronavirus, c'est comme un deuxième tremblement de terre pour nous. Comme une situation d'urgence qui semble durer. En Italie, la levée du confinement n'est pas prévue avant une dizaine de jours. Autre pays a déployé de gros moyens, la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, vient d'ouvrir le plus grand hôpital de campagne au monde. Il peut accueillir jusqu'à 4000 lits, l'équivalent de 10 hôpitaux classiques. Et c'est le prince Charles, lui-même guéri du coronavirus, qui l'a inauguré aujourd'hui en vidéoconférence, évidemment. La reine d'Angleterre, elle, a quant à elle prévu de s'adresser au Royaume-Uni et à l'ensemble du Commonwealth dimanche soir. Les pays du monde qui ont quasiment tous fermé leurs frontières pour se protéger, avec, vous allez le voir, une conséquence étonnante en France. Les buralistes, qui sont autorisés à rester ouverts, ont vu leur vente de cigarettes augmenter de 30%. Et ce n'est pas uniquement parce que le confinement incite certains à fumer davantage. Thierry Coiffier, Sylvain Roland et Pascal Michel. Depuis 15 jours, cette buraliste ariégeoise n'a jamais vu défiler autant de clients. Nous sommes passés du simple au double. Habituellement, nous sommes tabac de dépannage. La fermeture de la frontière n'ayant pas été annoncée, les gens n'ont pas eu le temps de faire les provisions et donc sont obligés de s'approvisionner chez nous. À 40 km de là, la frontière franco-andorrane, déserte, car fermée depuis le début du confinement. D'ordinaire, des centaines de Français la franchissent pour aller acheter des cigarettes en Andorre. Le paquet coûte là-bas 3 fois moins cher, 3,50 €. C'est la première fois que j'achète des cigarettes en France. C'est cher en France. Ça coûte cher le confinement.
Plus d'achat de cigarettes à l'étranger, dans les aéroports ou à la sauvette. Les Français ont retrouvé le chemin, souvent encombré, de leur bureau de tabac. Leurs ventes ont augmenté en moyenne de 30% depuis le début du confinement. Ça donne des scènes où les gens ont peur de ne pas en avoir assez, donc les gens vont pas, au lieu de prendre 1 ou 2 paquets, ils vont prendre une cartouche, 2 cartouches. Alors ça vous fera 392. Alors les Français fument-ils plus depuis qu'ils doivent rester chez eux? Grave, pour passer le temps. Et moi j'ai doublé ma consommation. Ouais, je suis quasiment un paquet là. Et alors qu'avant? Un demi. Non, je fume comme d'habitude. Aucun chiffre précis à ce jour. Quant au risque de pénurie de cigarettes, il est assez limité. On est à peu près certain que si la chaîne du transport maintient sa fréquence de livraison, il n'y aura pas de rupture et pas d'inquiétude. Les buralistes sont bien ouverts et achalandés. Pas de problème d'approvisionnement donc, mais rappelons que fumer est un facteur aggravant du coronavirus. Selon les pneumologues, la cigarette augmente le risque de développer une forme sévère de la maladie. Bonsoir Garance. Bonsoir Anne-Claire. Alors les semaines se suivent et les questions des téléspectateurs sont toujours aussi nombreuses. Vous nous en avez sélectionné 3 très concrètes ce soir. Première interrogation importante en ces temps de contrôle policier. Ma carte d'identité est périmée, puis-je me rendre en mairie pour la renouveler? Eh bien non, ça ne fait pas partie des déplacements autorisés. D'ailleurs, la plupart des mairies ont fermé l'accueil au public jusqu'à nouvel ordre. Impossible donc de faire une demande de renouvellement ou d'aller chercher un document officiel. Mais rassurez-vous, si vous êtes contrôlé en allant faire vos courses, par exemple, eh bien vous pouvez présenter une carte d'identité périmée, c'est admis. Sinon, un passeport ou un permis de conduire, ça fonctionne aussi. Deuxième question d'un salarié. Mon entreprise est totalement à l'arrêt. Mon employeur peut-il me confier quelques tâches à faire par télétravail alors que je suis au chômage partiel? Eh bien non, c'est assimilé à une fraude. Et d'ailleurs, ça peut coûter très cher à un employeur, jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. C'est la règle, le chômage partiel n'est pas cumulable avec le télétravail. Si votre employeur a encore quelques tâches à vous confier, eh bien il doit limiter la fermeture de l'entreprise à 2 ou 3 jours par semaine, par exemple. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il peut vous demander de travailler. Dernière question d'un employeur cette fois. Dois-je informer mes salariés s'il y a un cas de Covid-19 dans mon entreprise? Alors oui, mais uniquement les salariés qui ont été en contact étroit avec ce collègue malade. L'autre impératif, eh bien, c'est de nettoyer immédiatement l'espace de travail concerné selon un protocole très strict qui est défini par les autorités. Mais ça, eh bien, c'est dans l'hypothèse où le salarié malade avertit son employeur de sa propre contamination. Et en fait, rien ne l'y oblige. Un arrêt maladie est protégé par le secret médical, même en cas de Covid-19. Merci beaucoup Garance pour ces réponses très instructives. Toujours au chapitre économie, un secteur se retrouve aujourd'hui dans la difficulté et pourtant on pourrait penser le contraire. Dans certains quartiers, les boulangeries ont beau être les derniers commerces encore ouverts, leurs chiffres d'affaires sont en chute libre et vous allez voir que les artisans doivent inventer de nouveaux circuits de distribution. Reportage de Mathieu Poissonnet, Michael Merle, Vincent Abelaneda et Joséphine Devambez. Au petit matin, le laboratoire de cette boulangerie parisienne est étonnamment calme. C'est une activité très réduite, très réduite. On passe de 1000 traditions jour à 200 traditions jour. Divisé par 5. Ouais, à peu près. Et c'est pareil pour tous les produits de la boutique, notamment les formules déjeuner, avec la fin de la clientèle professionnelle. On passe de 200 sandwichs jour à une dizaine de sandwichs. Rien au niveau des parties libre-service, tout ce qui est salade, pâtes, etc. Et là, au niveau des entremets, on passe d'une 30aine par jour à une quinzaine, une dizaine. Le magasin est vide. Les clients ont changé leurs habitudes. Ils viennent une fois par semaine pour faire un gros plein. Et ensuite, toute la semaine, ils restent confinés chez eux. Les miches et les pains au levain, qui se conservent longtemps, se vendent plutôt bien. En revanche, les clients n'ont pas du tout la tête à fêter Pâques. Vous avez commencé à les acheter? Les petits chocolats de Pâques? Pourtant, ces boulangers ont 200 kilos de chocolat à écouler d'ici le week-end prochain. À la ville comme à la campagne, les boulangers font la grimace. Alors, chacun cherche la bonne idée pour rebondir. Nous avons fait une petite formule, on fait les 3 traditions pour 3 €, comme ça permet que les gens prennent des lots et restent plus confinés et sortent moins. Nathalie, boulangère dans les Yvelines, fait donc des promotions et même des livraisons. Elle est associée avec Magali qui livre des plats cuisinés aux clients confinés. C'est la 2e semaine et ça commence à prendre. Et voilà, c'est une belle petite histoire. On est là pour aider les gens et puis nous, ça nous permet peut-être de garder un emploi. Chaque matin, Magali prend donc sa petite voiture et elle part distribuer des baguettes, des pains de campagne et des traditions.
La petite livraison d'aujourd'hui. C'est génial pour nous parce que moi on sort pas. Ça fait 18 jours qu'on est confinés. Je suis sortie une fois. Comment ça va aujourd'hui? Comme les autres jours. On essaye de se faire plaisir comme on peut. Après, les kilos, on verra après. Bien dit, les Français ont besoin de réconfort. Le boulanger est là pour ça. Autre secteur au bord de l'asphyxie, l'horticulture. Le début du printemps est généralement la haute saison des ventes et pourtant les plantes et les fleurs ne font pas partie des produits de première nécessité. C'est donc, vous allez le voir, un crève-cœur pour les professionnels obligés de jeter la quasi-totalité de leur récolte. En Charente, reportage Erwan Brem et Nicolas Forestier. Si c'est pas vendu dans 2 semaines, ça ira à la poubelle parce que ça sera trop haut, ça sera impropre à la consommation, ça va pourrir. Et on sera obligé de les jeter. Fabrice Rousseau est un horticulteur dépité. Là, on a de la salade, pas mal, qui a été jetée. On voit là-bas, là, des renoncules. C'est le début de la catastrophe, on va dire. Depuis le début du confinement, il ne peut plus vendre une seule fleur et très peu de légumes. Des plantes aromatiques ou des fraises, mais au compte-gouttes et dans quelques jardineries encore ouvertes. Derrière les géraniums, vous voyez, là-bas, on a des courgettes, on a des concombres, on a des melons, des cornichons. Mais là, on va être bloqué parce que les fleurs ne sortent pas. Donc le seul moyen de les faire sortir, c'est de les mettre à la benne pour faire de la place pour mettre les légumes. La réglementation sur les plants potagers vient d'être assouplie, mais l'horticulteur n'a réalisé qu'à peine 30% de son chiffre d'affaires depuis 3 semaines. Compliqué, avec une 50aine de salariés. On a arrêté de payer nos fournisseurs, on conserve le peu de trésorerie qu'on a pour payer nos salariés, mais il faut savoir que tout l'argent, il est dans les serres, quoi. Depuis le début de la crise, le secteur vit en sous-régime dans la plus totale incertitude. Fermeture des jardineries, grandes surfaces souvent alimentées en plan par l'Espagne, les débouchés se sont tous fermés. Pour certains producteurs, c'est jusqu'à 80% de la production annuelle qui ne sera pas vendue. On estime à 900 millions à 1 milliard d'euros ce qui ne sera pas fait, ce qui ne pourra pas être vendu et ce qui sera grandement jeté. Voilà, donc c'est un énorme gâchis. Problème, la filière réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en mars et en avril. Je vais avoir des pittosporums, ça c'est pareil. Ça se vend très bien sur les foires. Ce pépiniériste vend la moitié de ses produits dans des foires aux plantes, annulées, le reste en jardinerie. Donc là, le souci, c'est qu'ils ont annulé les commandes, donc j'ai tout le stock. Il faut bien que je paye mes fournisseurs. Le terreau, les containers, les tuteurs, l'engrais, les produits phyto, tout ça, c'est énorme. Le truc, c'est que ça bloque l'activité, c'est ça. On n'a jamais connu ça. Une filière à reconstruire, et rien ne dit que les millions de Français qui cultivent leur potager auront la possibilité de planter pour l'été. Allez, comme tous les soirs, des Français continuent de nous raconter leur nouvelle vie en confinement. Et ce soir, c'est Alexandre, un boucher charcutier traiteur travaillant à Nemours, qui a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Michael Guilleux et Jean-François Joanne. Voilà, il est un petit peu plus de 3h du matin, il est 3h30. En ce moment, je me lève un petit peu plus tôt pour pouvoir avoir le temps de préparer les plats pour les médecins et les urgentistes. Comme on travaille qu'en frais, faut avoir le temps de le faire. Donc voilà, en se filmant cette semaine, Alexandre Offradet voulait nous transmettre l'enthousiasme qu'il habite chaque matin depuis cet appel lancé sur les réseaux sociaux. J'ai proposé à toutes les personnes qui voulaient, les maraîchers, les éleveurs qui sont à côté de Nemours, on serait très heureux de pouvoir récupérer leurs produits pour les fabriquer, les cuisiner et par la suite les livrer et les offrir aux médecins et aux aides-soignants. Bonjour. Voilà, c'est le don d'œuf de ma production. Super, merci. Parce que c'est super ce que vous faites. Et avec ça, on va leur faire des œufs mimosa avec du gigot cuit et une macédoine de légumes. Cela fait maintenant 2 semaines. En plus de son activité habituelle, il a mobilisé toute son équipe. On est prêt à bosser et à foncer, plus s'il le faut, pour continuer à leur offrir les plats du jour que nous fabriquons. Ensemble, ils offrent chaque jour une 50aine de repas. Allez, c'est parti. On va livrer les médecins, les urgences et on va passer voir les pompiers. Bonjour les gars. Oh là là, c'est notre plaisir. Je vous mets ça où? C'est vraiment important, je pense, de faire ça en ce moment. Il faut leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient, parce qu'eux, ils sont là pour nous, donc il faut qu'on soit là pour eux. Sur le trajet, le charcutier a raconté son histoire. En 2016, on a été complètement inondés. Ça a été une période très très dure. Nous, personnellement, on a été fermés pendant 4 mois. Et justement, pendant cette période-là, on nous a aidés. On a un boucher de Sologne qui nous a appelés, qui nous a donné une vitrine, carrément.
C'est pour ça que nous, on veut aider. Parce qu'en 2016, on nous a aidés, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc on s'est dit, là, c'est à notre tour d'aider. Tiens, bonjour. On vous apporte ça. Merci. C'est un cadeau. Tout ça. La semaine prochaine, Alexandre compte augmenter le nombre de repas livrés. Et moi, du chef de santé de l'ensemble des pompiers de Nemours, je vous remercie chaleureusement. Mais de rien. Merci. Il s'est promis de tout mettre en œuvre pour continuer jusqu'à la fin de la crise. Ils sont très sollicités également en ce moment. Et voilà maintenant un autre commerce qui a fermé comme tous les autres il y a maintenant 3 semaines. Et l'on n'imaginait sans doute pas à quel point il nous manquerait. Si vos cheveux blancs commencent à vous narguer et si vous faites partie de ceux qui refusent le laisser-aller capillaire en ces temps de confinement, eh bien ce sujet est clairement fait pour vous. Michel Izard et Agnès Kirali. Un jour, on verra des foules hirsutes se ruer à l'assaut des salons de coiffure et l'on se remémorera cette étrange période où les ciseaux criaient famine. Le confinement, il y a de la reconversion dans l'air, père et fils. Bien sûr, il y a toujours l'option gros sabot de la tondeuse. Mais pour réparer les dégâts ensuite, il ne reste plus guère que la boule à zéro qui promet d'être tendance ce printemps. Il faut bien admettre que chez soi, on ne dispose pas toujours du matériel souhaitable. Cela engendre une part de risque, pas toujours calculée. Alors ce sont les professionnels au chômage technique qui s'arrachent les cheveux. Par pitié, pitié, ne touchez à rien. Pitié, pitié, surtout pas de coupe, pas de couleur tout seul. Mais devant l'épineux problème des mèches rebelles et des franges incontrôlables, certains se sont fait un devoir de proposer des travaux pratiques. Hop là, voilà. Et l'inexorable poussée capillaire entraîne la question profonde. Honteux, ouais, c'est ça, c'est honteux, c'est... Des racines. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, alors? Non, pas du tout. Je prends effectivement mon bonnet, que je place sur ma tête gentiment, et c'est parti pour les courses. D'autres ont choisi de faire une offrande au confinement. Maman, comment je vais faire sans les coiffeurs? Je vais te faire la coupe à la maison. Le sacrifice de leur coiffure. Et pour ceux qu'une envie tenace de couper démange, on conseillera de s'exercer d'abord. C'est toujours important de s'exercer d'abord. Et puis demain, ce sont des spécialistes du confinement que nous retrouverons longuement dans notre 13h. Nos reporters Marc de Chevigny et Vincent Perron sont partis du Mont-Saint-Michel et de son abbaye pour rejoindre la cité corsaire de Saint-Malo, protégée par ses célèbres remparts. Regardez. Ce matin d'avril, le vœu de silence des moines bénédictins qui vivent encore au Mont-Saint-Michel semble enfin exaucé. À peine troublé par le cri des oiseaux et les 4 personnes qui travaillent encore sur place. On se sent seul, quoi. On se sent libre ici, quoi. Donc c'est agréable. Je pensais être tranquille, non. C'est quand même curieux. J'ai presque parfois l'impression d'être le roi du Mont-Saint-Michel, parce que je suis seul. Dans l'immensité de la baie, sur les prés salés, rendez-vous avec Yannick Berger. Par profession, il a fait de la distanciation sociale un art de vivre. Moi, dans la journée, on voit peu de monde. Hein. En tant que berger, on garde nos moutons et vraiment le confinement pour certains qui sont chez eux, c'est plutôt gênant. Pour nous, c'est le grand air. À l'ouest, Saint-Malo, une station balnéaire désormais privée de l'usage de son immense plage et dont le tour des remparts, balade quotidienne des habitants, est désormais interdit, lui aussi. Au fond du port, rencontre avec un autre multidiplômé de l'isolement volontaire, Louis Burton, navigateur solitaire. Ah là non, en ce moment on a une interdiction formelle d'aller en mer. Bon, et vous êtes un expert du confinement? Ah bah, par contre c'est vrai que d'habitude quand on part faire nos courses et surtout le tour du monde, on est dans 3-4 mètres carrés pendant 3 mois. Donc, Mais Saint-Malo sait rebondir après une épreuve. Entièrement rasée lors de la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale y a été reconstruite pierre par pierre. Le curé y vient chaque jour pour faire jouer
Un carillon de circonstance. Les gens sont très isolés et donc il faut remettre un petit peu de joie dans la ville et les cloches sont là pour annoncer la joie. Donc on a l'hymne à la joie de Beethoven. Et c'est parti. Au large, Chateaubriand, enterré sur l'îlot du Grand B, a désormais repris son tête-à-tête avec l'océan. Et nous vous offrirons la totalité de ce Zoom demain à 13h. Voilà, c'est la fin de ce journal sur LCI Canal 26. Damien Givlet commentera toute la soirée les dernières actualités sur l'épidémie de coronavirus en cours. Sur TF1, vous avez rendez-vous avec Koh-Lanta. Très belle soirée à vous et à demain.